Smart Bourse vous est présenté par MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien. Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct avec l'édition de la mi-journée 12h30, 13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le jour d'expiration des contrats dérivés sur différents produits et indices, le jour dit des 4 sorcières, c'est une échéance trimestrielle. Ce sera un sujet qu'on abordera ce soir avec nos invités, des sorciers de marché qui viendront nous rejoindre pour évoquer justement une journée qui marque toujours un rythme important dans la vie des marchés, d'autant que les marchés optionnels ont été mis en avant par beaucoup d'investisseurs au cours du mois d'août sur le marché américain notamment. On a tous en tête cette histoire de la baleine SoftBank et du retail américain qui a beaucoup joué sur les marchés optionnels. On verra si cette échéance trimestrielle a une importance pour la suite. On en parlera ce soir. Au sommaire de cette édition également, l'offensive d'Euronext qui se confirme puisque l'opérateur boursier de la Bourse de Paris, entre autres, confirme des négociations exclusives avec le London Stock Exchange pour racheter la Bourse de Milan, Borsa Italiana, Euronext, qui devient ainsi la grande plateforme boursière pan-européenne, encore quelques bourses qui ne sont pas dans le giron d'Euronext, mais quand même comptez Paris bien sûr, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne historiquement, Dublin et Oslo depuis quelques années, et peut-être demain la Bourse de Milan également qui sera opérée par Euronext. Le titre Euronext se distingue aujourd'hui sur les marchés à Paris. Vous aurez le résumé complet de la séance à mi-séance, à mi-parcours avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis comme chaque vendredi, on donne une couleur finance personnelle à ce rendez-vous de la mi-journée dans Smart Bourse. Ce sera 2 salles, 2 ambiances aujourd'hui. On va parler de l'or et du private equity comme stratégie d'investissement. 2 salles, 2 ambiances, mais en même temps 2 cas d'investissement qui permettent de diversifier vos finances personnelles, et 2 spécialistes de ces questions seront avec nous. Igor Demac, Vital Épargne pour parler de l'or, et Jérôme Delmas, Swen Capital Partners pour parler du private equity. Peu de mouvements à signaler à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les infos clés à retenir, c'est avec Nicolas Pagnès, comme chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours en recul à la mi-journée. Les annonces des banques centrales ont jeté une vague de froid sur les marchés américains hier soir qui continue de faire effet à Paris. Mais la seule explication n'est pas à chercher du côté de la Fed ou encore de la Banque centrale d'Angleterre. Le DAX est lui à l'équilibre à la mi-journée, tandis que les bourses asiatiques clôturaient en hausse ce matin. Le CAC 40 est notamment plombé par l'annonce d'Unibail Rodamco Westfield hier de renforcer son bilan de 9 milliards d'euros, dont 3,5 milliards d'euros en augmentation de capital. Unibail Rodamco Westfield qui perd plus de 14% à la mi-journée à Paris, entraînant avec lui les autres foncières commerciales, Klépierre qui perd 12%, Mercialis 6% ou encore Covivio 4%. Les banques sont également dans le rouge à la mi-journée, même si les baisses sont plus modérées. Les banques qui voient un nouveau concurrent espagnol de taille se former. CaixaBank et Bankia ont en effet dévoilé ce matin un accord à la suite des négociations qui se sont tenues hier soir. Les 2 banques se sont entendues pour un accord d'actionnariat qui permet à CaixaBank d'acquérir Bankia. Pour cela, CaixaBank offrira 0,6845 actions de son capital en échange d'une action Bankia. L'opération valorisera la nouvelle entité à 4,3 milliards d'euros, nouvelle entité qui gardera le nom de CaixaBank. Et dans le domaine des acquisitions européennes, toujours, le London Stock Exchange annonce de son côté être entré en négociation exclusive avec Euronext suite au dépôt d'un dossier par Euronext pour le rachat de Borsa Italiana en début de semaine. Et acquisition toujours, PSA et Fiat Chrysler ont fait approuver à leurs actionnaires une clause d'incessibilité des actions Faurecia pour les 8 mois qui suivront leur cession. Pour rappel, PSA a annoncé il y a quelques jours céder ses 46% de participation dans Faurecia à l'ensemble des actionnaires de la nouvelle entité nommée Stellantis, issue de la fusion de PSA et Fiat Chrysler. La clause d'incessibilité permettrait d'éviter un impact trop négatif sur le titre de Faurecia au moment de l'opération.
La journée, sinon plutôt calme depuis l'ouverture, devrait connaître un regain de volatilité et une augmentation des volumes d'échanges alors que les options et contrats à terme sur les actions et indices arrivent à échéance aujourd'hui. Pour cette fameuse journée des 4 sorcières, en Europe mais aux États-Unis également, l'indice parisien pourrait donc se trouver une tendance à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Côté résultats d'entreprise, Rubis, l'entreprise française spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels, publie des résultats semestriels en repli. Son résultat net chute de 11%, le titre, lui, chute de 6% à la mi-journée. Et on note que les ventes de détail repartent à la hausse au Royaume-Uni, gagnant près de 1% en août, à un niveau qui surperforme de 4 points le niveau de février, soit avant la pandémie. Et on finit ce point avec l'euro-dollar qui est toujours au-dessus des 1,1860 $ pour 1 euro à la mi-journée et le pétrole qui reste lui au-dessus des 43 $ pour le baril de Brent. Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart et dans Smart Bourse bien sûr à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux cas d'investissement pour parler de vos finances personnelles. C'est le rendez-vous du vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse. On va parler de l'or et du private equity avec deux spécialistes de ces questions. Igor Demac qui est avec moi en plateau. Bonjour Igor. Bonjour Grégoire. Vous êtes gérant aujourd'hui chez Vital Épargne qui est un groupe indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, c'est comme ça qu'on se définit. Et puis le private equity, on en parlera dans quelques minutes avec vous. Jérôme Delmas, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur général de Swen Capital Partners, qui est la filiale private equity du groupe Ophi Asset Management. Et Arkea. Et Arkea. Parlons de l'or avec vous pour commencer, Igor. Comment est-ce qu'on regarde le cas d'investissement de l'or aujourd'hui, sachant, c'est important de le savoir, que l'once d'or a déjà progressé de 25% par rapport à son point bas du mois de mars. Oui, il est même passé en quelques années de 1 500 $ à plus de 2 000 $ l'once. Donc effectivement, chaque fois qu'on voit une classe d'actifs qui performe bien, les investisseurs plutôt particuliers s'y intéressent. Alors l'or, c'est un cas d'investissement qui est toujours compliqué parce qu'à la base, c'est un actif sans rendement. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez un océan rempli d'actifs sans rendement, notamment les obligations souveraines, donc les actifs dits de sécurité, l'or étant toujours perçu aussi comme un actif refuge. Ensuite, l'or, c'est souvent quelque chose qu'on regarde comme l'étalon de dernier ressort contre la protection, une protection contre l'inflation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, mais plus cette période de désinflation ou d'inflation très faible dure, plus on doit se protéger. Et enfin, l'or, ça reste un bien physique avec une quantité limitée. Il doit y avoir 16 000 tonnes en réserve. On n'en découvre pas comme le pétrole. Et donc, il y a un effet rareté qui joue et qui est incontestablement intéressant à mon sens à mettre dans un patrimoine, parce que quand on regarde des relevés de patrimoine, des contrats d'assurance vie, en France, et bien que la France soit un des gros détenteurs de réserves d'or, 4e au monde, les Français ont assez peu d'or physique, papier ou des actions de mine d'or dans leur portefeuille. Or aujourd'hui, on peut dire que chaque patrimoine devrait avoir entre 5 et 10%, parce que c'est une sorte de protection. Alors il ne faut pas oublier que c'est une protection, mais il y a des désavantages, on l'a dit, pas de rendement, et aussi c'est libellé en dollars. Donc vous êtes aussi exposé aux fluctuations du taux de change entre l'euro et le dollar. Ouais, l'idée quand même que effectivement l'or actif sans rendement, dans un monde sans rendement, voire avec des taux réels négatifs qui seront peut-être encore plus négatifs demain si jamais l'inflation remonte un peu. Les banques centrales nous disent qu'elles ne toucheront pas au taux même si l'inflation remonte un peu. Ça veut dire que même autour de 2 000 $, 1 950 $ l'once d'or, sur des horizons de moyen long terme, on peut imaginer que c'est un actif qui peut encore avoir de la performance. Oui, parce qu'il faut se projeter dans une tendance assez longue. Ce n'est pas un actif de trading. Non. Alors, on le voit d'ailleurs sur les actions des mines d'or et les fonds qui sont dits des fonds gold, c'est-à-dire mines d'or ou parfois métaux précieux ou soit l'un soit l'autre, sont assez volatiles. Ça veut dire qu'une commodity, comme on dit, une matière première, ça reste volatile. Le cas d'investissement de l'or qui s'est réveillé depuis quelques années, et particulièrement les 2 dernières années, c'est de dire les monnaies sont débasées, les banques centrales ont inondé de liquidités, et plus personne ne sait ce que vaut la monnaie. On se tourne vers le Bitcoin, on se tourne vers l'action Tesla, et finalement, en tournant toutes les solutions, on s'aperçoit que
cette matière première reste finalement l'étalon maître. Concrètement, comment est-ce qu'on s'expose alors pour le compte de ses clients chez Vital Épargne, il y a différentes manières de s'exposer à l'or, physique, papier, les minières aurifères. Est-ce que chaque cas est différent? Est-ce que chacun a un profil rendement-risque différent? Il y a des questions de fiscalité aussi qui peuvent se poser pour les clients particuliers? Oui, alors déjà, il y a la grande séparation entre l'or physique et l'or dit papier. Donc l'or physique, c'est un sujet encore plus, je dirais, émotionnel, puisque ça a été dans l'histoire, et on le voit dans des pays comme l'Inde, c'est une double monnaie, c'est-à-dire que c'est souvent aussi des façons de transmettre sans forcément toujours déclarer, ou en tout cas de cacher une certaine fortune. Donc l'or physique, en France, on peut l'acquérir. Il y a une taxe sur la plus-value. Il y a deux options. Soit la taxe sur le capital de 11,5%, soit une taxe sur la plus-value de cession au taux de 36,2%, et un abattement de 5% à partir de la troisième année. Ce qui fait qu'au bout de 22 ans, on est fiscalement neutre sur l'or physique. Alors, qu'est-ce que ça a comme désavantage? L'or physique, il faut le stocker, avoir un coffre à la banque ou chez soi. C'est quand même assez lourd à transporter, même si les lingots, finalement, si vous regardez sur les sites ou sur votre banque, vous pouvez en acheter un de 1 kg, 500 grammes, 150 grammes, ça descend jusqu'à 20 grammes. Après, il y a des Napoléons. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à trouver l'or physique presque plus charmant que l'or papier, puisqu'on voit la matière. En revanche, l'or papier, ça tombe sous la fiscalité des OPCVM. Quand on achète des ETF ou des EPCVM, on peut aller vers les mines, c'est une autre thématique. D'ailleurs, les minières sont aujourd'hui plus performantes. Si vous regardez les fonds investis dans les mines, ils sont plutôt autour de 38-40%, parce qu'il y a une thématique de productivité, de profitabilité, de hedging de la production. Il y a d'autres aussi matières premières. On parle souvent de l'or, mais l'argent a fait une performance exceptionnelle ces derniers mois, ces dernières années. Plus 50% quand l'or fait plus 25%. Oui, là, si je prends les la relation du prix entre l'or et l'argent avait connu un point bas, c'est 20 fois, et est monté jusqu'à 120. Et autour d'une moyenne, en général historique, on juge autour de 80. Donc vous avez des mouvements sur des métaux précieux qui sont liés à l'or ou qui sont liés aussi à l'industrie. Par exemple, le palladium qui est lié à l'industrie de l'automobile. Donc dans les fonds miniers, vous avez d'autres thématiques. Vous avez des thématiques de monnaie, principalement les sociétés cotées dans les mines, c'est anglo-saxon, donc dollar canadien, dollar australien, dollar américain. Donc vous avez aussi une grande volatilité de ces fonds. Ces fonds ont des volatilités qui sont très importantes. Les indices miniers sont aussi assez volatiles. Après, il y a les ETF. Alors ça, on les connaît. Et donc, c'est assez simple, c'est liquide. Il faut toujours se méfier quand même de tous ces papiers émis sur la base d'une matière première physique, puisqu'il y a beaucoup plus de valeur qui joue l'or que de matière physique effective. Et puis n'oubliez pas aussi que l'or, c'est quand même un matériel qui est aussi piloté par les banques centrales. Donc vous êtes aussi exposé en fait à la stratégie de réserve d'une banque centrale. Qui sont plutôt acheteuses d'or ces dernières années. Voilà, tout à fait, plutôt acheteuses d'or. Alors évidemment, c'est des gros acheteurs, donc ils emmènent le marché, mais eux achètent de l'or physique pour mettre dans les coffres. Donc voilà, il y a une palette de possibilités aujourd'hui. Il y a les bijoux en or, qui a une fiscalité aussi un petit peu différente à partir d'une cession au-dessus de 5 000 €. Il y a une taxe de 6,5%. Et on sait qu'en Inde, qui est un pays producteur, consommateur, détenteur de bijoux, c'est dans les villages indiens, ça fait partie de la dot, ça fait partie de la fortune, du patrimoine. Et ça a toujours été le cas, en fait. Et chaque année, on nous disait l'or, c'est terminé. Et en fait, ça revient un peu toujours. On continue de se marier en Inde, et donc plus il y a de mariage, plus il y a d'or qui circule. Non, mais c'est un moteur important du marché. Chaque manière de s'exposer correspond à, je sais pas, des profils de clientèle différentes. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire qu'une autre? Le physique reste un petit peu anecdotique ou alors très spécifique à des clientèles. En Suisse, il y a des gens qui ont des coffres remplis d'or physique. Ça peut aussi être une idée de transmission. Il ne faut pas oublier que l'or physique, il faut pouvoir en justifier la provenance. Donc quand vous achetez un lingot, votre banque vous donne un petit certificat, comme une petite carte bancaire. Ça peut servir de transmission. Vous pouvez acheter un Napoléon à votre enfant. Donc ça reste anecdotique par rapport à toutes les masses qui sont investies sur l'or papier. Où là, vous répliquez l'indice, le prix de l'or, ou alors c'est dynamique sur les sociétés aurifères.
mais qui sont un peu pluriels. Vous avez aussi c'est ce que vous disiez, parce que là, il faut prendre en compte les stratégies d'entreprise, un risque parfois géopolitique. Le risque sud-africain, Bien sûr. Un risque de gouvernance, un risque de politique, qui fait que si vous avez une production qui est stoppée pendant quelques mois, le cours de bourse va être affecté. Ouais. 5-10%, enfin, ça correspond. Il y a toujours des profils d'investisseurs assez classiques quand on est dans le conseil en gestion de patrimoine. C'est jusqu'à 10%, c'est quand même beaucoup. 10%, c'est pour celui qui serait d'abord très attiré par le marché des matières premières ou par les mines, par son style d'investissement. 5% dans un portefeuille prudent, vous avez 95 autres % à investir en private equity, dans la bourse ou en immobilier. Aujourd'hui, quand vous voyez les prix de l'immobilier ou les idées d'investissement comme le coworking, etc., je ne suis pas sûr que ça soit vraiment des produits défensifs. L'or, sur très longue période, peut être ce produit défensif si l'inflation se réveille et si on continue cette course monétaire où finalement plus personne ne sait très bien ce que vaut un billet dans la main. Bon. Et pour ceux qui n'ont pas encore 5 à 10% d'or dans leur allocation, vous dites, voilà, il n'y a pas besoin de se précipiter, mais ça reste quelque chose que vous pouvez faire monter graduellement dans votre allocation, ou c'est déjà trop tard? Non, alors, on avait dit c'est trop tard, c'est au-dessus de $2000. Oui, mais entre-temps, le dollar est passé de 1,12 à 1,19. Oui. Donc le prix en euros de l'or n'a pas autant augmenté. Donc il faut effectivement être, comme sur les marchés actions, assez tactique. C'est pas la peine d'acheter toute sa position or en une fois, il faut l'acheter en plusieurs fois. J'ai parlé du physique parce que c'est intéressant, parce que quand on parle à des particuliers, il faut aussi donner des choses assez concrètes. Parce que l'ETF qui s'appelle Gold Bullion, qu'on achète sur une place de marché à Londres ou que sais-je, ça parle moins aux gens. En revanche, commencer à se dire je crée une position en or, et nous on remarque vraiment dans des gros portefeuilles que autant il y a des contrats de capitalisation, des contrats d'assurance vie, de l'immobilier locatif, il manque cette poche. de la forêt. Où la forêt, vous savez, il y a même pas 1% de rendement, entre guillemets, sauf l'attrait de la transmission. Il n'y a pas de la matière première reine aujourd'hui et qui a quand même fait une performance assez spectaculaire. Bon. Ça me rappelle un des derniers grands mouvements de Warren Buffett chez Berkshire, c'est qu'il a quand même liquidé ses positions dans les banques et il a pris des positions, je crois que c'est Barrick Gold de mémoire, mais il a pris des grosses positions dans les minières aurifères. Voilà, un petit bémol sur tous ces fonds qui ont des sociétés aurifères, c'est qu'en fait, ils ont tous un peu les mêmes noms. Donc, il n'y en a pas 36. Barrick, Alamos, enfin, il y a quand même... je regardais sur tous les fonds, nous on utilise le fonds d'Ophi, qui est un fonds plutôt sur les métaux. Moi, je préfère être directement investi sur la matière première. En revanche, c'est vrai que il y a beaucoup de overlap, de superposition de positions, et ils ont à peu près tous la même performance. Ils sont tous entre 38 et 40%, ces fonds-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais fonds, mais ils battent difficilement leur indice, ils sont très volatiles, et tout le monde a la même position. Donc voilà, c'est aussi un bémol pour dire peut-être que la solution ETF ou des fonds qui sont plus métaux précieux, c'est différenciant véritablement. Igor Demac, gérant chez Vital Épargne, avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Je le disais en introduction, 2 salles, 2 ambiances, on passe de l'or au private equity. Mais voilà, l'idée de ce rendez-vous finance personnelle, c'est aussi d'offrir des réflexions sur la diversification de ces placements. Et dans une allocation, on ne parlera pas d'allocation avec vous. Jérôme Delmas, je vous représente, directeur général de Swen Capital Partners. L'idée, c'est d'exposer justement ce qu'est ce monde ou ces mondes du private equity. Et effectivement, chacun comprendra que ça peut avoir une place dans une allocation aujourd'hui. Vous êtes convaincu justement qu'on est peut-être à l'aube d'une démocratisation de ces stratégies d'investissement du private equity. Je parle en termes de clientèle. C'est un marché qui est ultra dominé par les investisseurs institutionnels et vous êtes persuadé que le private equity répond ou va répondre demain à des attentes fortes des clients privés, des investisseurs particuliers également, Jérôme? Alors tout à fait, Grégoire. Déjà, le private equity joue un rôle au niveau des actifs réels, parce que un rôle d'accompagnement, de développement, parce qu'au-delà de la portée des fonds propres, pour faire de la croissance externe, il y a un vrai rôle d'accompagnement, que ce soit au niveau du digital ou sur tous les sujets qui sont liés à l'extra-financier, à l'ESG, qui ont des impacts. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait du private equity ou de l'infrastructure, tout à l'heure on parlait de palette de métiers, il y a une palette de métiers entre le private equity et l'infrastructure. Clairement, on essaye d'avoir ce rôle d'impact. Effectivement, la classe d'actifs private equity, capital investissement, ça a plus de 40 ans. Et ça a été au départ effectivement porté
par les institutionnels qui aujourd'hui jouent aussi un rôle très important, hein, les mutuelles, les assureurs, les fonds publics et notamment avec la BPI. Et de plus en plus, les particuliers investissent, vont sur cette classe d'actifs. Alors on le sait, on l'a su au travers de FIP FCPI, qui bénéficiaient d'avantages fiscaux, mais clairement on le voit aujourd'hui en assurance vie, avec les unités de compte, de plus en plus d'acteurs proposer ça pour des particuliers. Cette notion d'impact, elle est importante justement dans l'idée que les clients privés demain s'intéresseront de plus en plus au private equity, parce que l'impact, donner du sens à son épargne, c'est le narratif du moment. Alors, je ne sais pas quelle est la réalité derrière, mais en tout cas, on sent le private equity entretient une proximité très directe finalement entre l'investisseur et le véhicule dans lequel on investit. Pour Swan Capital Partners, l'ESG et l'impact, c'est notre colonne vertébrale depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc c'est absolument clé. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder une entreprise ou un actif infrastructure sans prendre en compte la performance à la fois financière et extra-financière. Et clairement, les stratégies d'impact qu'on retrouve en fonction des différents métiers, hein, que ce soit le capital risque, le capital développement, le LBO ou même des fois le retournement, chacune de ces activités, chacun des acteurs du capital investissement doit y mettre de l'impact. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de se dire de faire un investissement et d'être uniquement dans une logique financière. Donc on doit vraiment avoir cet angle, ce prisme sous ces deux vues à la fois financier et extra-financier. Et on le voit bien depuis la COP21 avec les engagements de limiter la hausse des températures, il y a une accélération auprès des acteurs. Le plan de relance du gouvernement fait la part belle au financement vert, hein, plus de 30 milliards d'euros qui vont être consacrés au financement vert. Donc ça va avoir des impacts parce que en même temps, quand vous investissez dans une entreprise, vous créez aussi une relation de confiance avec le manager, avec le chef d'entreprise. Et donc, il faut avoir des valeurs, une raison d'être qui doit porter le développement de l'entreprise, pas simplement pour le dirigeant et son équipe de management, mais pour l'ensemble des collaborateurs. La création de valeur, elle doit être globale, elle ne doit pas être réservée simplement à quelques acteurs. Je veux de l'impact dans mes investissements, dans mes placements. Je vais donc peut-être demain regarder ce qui se passe du côté du private equity avec un impact sans doute beaucoup plus direct que quand j'investis dans un OPCVM traditionnel, dans un fonds de gestion collective. Exemple d'impact chez Swan Capital Partners. Alors, à quoi on s'expose? À quel type de thématique, de secteur, d'industrie? Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce monde du private equity? Alors, pour être vraiment, essayer d'être très concret, chez Swan Capital Partners, nous avons lancé il y a 2 ans une nouvelle gestion de conviction, un fonds de méthanisation, et dont l'objectif est de créer des unités de méthanisation, c'est-à-dire récupérer les déchets des agriculteurs. Les agriculteurs nous apportent leurs déchets, nous les mettons dans l'unité de méthanisation pour en faire du gaz renouvelable, qui est injecté sur le réseau de gaz de France, de GRT Gaz. Donc là, vous êtes vraiment dans l'économie circulaire, puisque l'agriculteur, il vous apporte ses déchets, donc vous le rémunérez pour ça. Vous faites de la création d'emplois, parce que quand vous créez une unité de méthanisation, vous créez des emplois. Et puis le résidu des déchets, c'est ce qu'on appelle le digestat. Et c'est de l'engrais bio qui est mis à nouveau à disposition des agriculteurs. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'économie circulaire et on essaye d'avoir de l'impact à la fois environnemental, puisqu'il n'y a pas d'émissions de CO2, mais de l'impact au niveau social, puisque vous créez des emplois. Et nous, en tant que gérants, notre performance, elle est notée pas qu'en tant que seulement performance financière, mais performance extra-financière. C'est-à-dire au bout du bout, on va être noté sur notre capacité à créer des emplois, à développer les territoires. Et aujourd'hui, il faut être dans cette dynamique. Je vous donne un autre exemple absolument parlant qui a été développé avec la Maïf, un fonds qui s'appelle Maïf Transition, dont l'objectif est de faire de l'agri-énergie. Concrètement, c'est d'aider les agriculteurs à passer au bio. Donc, pour passer au bio, c'est 2 à 3 ans. Donc, ils n'ont souvent pas les moyens de le faire. Et donc, on va les accompagner pour passer au bio. Et on va y installer, dans les parties qui ne sont pas cultivables, du photovoltaïque. Donc, on combine les deux. Et donc, aujourd'hui, pour reprendre le titre d'un livre du dirigeant de la Maïf, Pascal Demurger, l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas. Les entreprises et les acteurs que nous sommes doivent avoir un rôle et avoir une mission. Il est absolument clé aujourd'hui pour que cette classe d'actifs rentre encore plus dans les allocations des institutionnels
et tout comme des particuliers, d'offrir cet impact au niveau des territoires et au niveau de la création d'emplois et l'impact environnemental. L'impact, le sens, la mission, le sens que je veux donner à mes placements, je comprends. Je cherche du rendement. On parlait tout à l'heure avec Igor d'un monde sans rendement aujourd'hui, donc l'or peut en profiter. À quel type de risque-rendement je m'expose si je décide de me diversifier un peu à travers le private equity? Bon, évidemment, quand on regarde les désavantages de la classe d'actifs, souvent on parle d'illiquidité. Parce que c'est vrai que quand vous rentrez, vous investissez, déjà vous investissez sur le long terme. Précisons, c'est quoi 3-5 ans du long terme pour le private equity ans, c'est 5 à 7 ans. Et on en parlait, Grégoire, avant l'émission. Le fonds que nous avons lancé avec Maïf Transition, c'est un fonds de 30 ans. 30 ans. On s'inscrit dans la durée. Vous donnez des horizons de temps de 30 ans pour vos clients aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on doit créer sur du long terme et on ne doit pas avoir une vision court-termiste dans nos allocations de portefeuille. Alors par rapport au rendement, qui est la bonne question, quand vous regardez sur 30-40 ans, la performance, en moyenne, c'est du 10% net par an. Donc c'est une classe d'actifs qui surperforme l'ensemble des autres classes d'actifs. En revanche, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde sur longue période? Quand on est dans une période de hausse forte des marchés boursiers, le private equity monte moins. En période de baisse, ça baisse moins. Donc vous avez moins de volatilité et vous avez une performance sur le long terme qui est supérieure. Alors évidemment, quand on dit ça, il faut rester prudent parce que dans cette classe d'actifs, vous avez des écarts types en termes de stratégie sur du capital risque ou c'est pas un monde, c'est des mondes. C'est des mondes. Du private equity, bien sûr. Il faut faire effectivement attention à l'analyse et aux allocations qu'on peut mettre en place. Une question quand même sur la valorisation dans le non-coté aujourd'hui. Alors on apprenait auparavant que les actifs les plus liquides bénéficiaient généralement d'une prix favorable, les marchés actions. Depuis quelques années, j'entends beaucoup que les valorisations dans le private equity, beaucoup moins liquides, voire illiquides, deviennent supérieures à la valorisation des actifs liquides. Alors, c'est une inversion structurelle? C'est vrai que les valorisations ont progressé. Elles ont progressé parce qu'il y a un appétit fort pour cette classe d'actifs, aussi bien en private equity qu'en infrastructure. Mais en même temps, on s'est aperçu aussi qu'au cours de ces dernières années, la profondeur du marché, ce qu'on appelle le deal flow dans notre jargon, donc les dossiers, les entreprises, actifs, infrastructures, sont beaucoup plus larges. Ouais. Donc effectivement, sur certains actifs, il y a entre guillemets peut-être un flight to quality, etc. Mais globalement, n'oublions jamais que le rôle du chef d'entreprise et du financier est de développer l'entreprise et de créer des emplois et de se développer au niveau des territoires en France. Et donc finalement, vous créez de la valeur mécaniquement parce que vous êtes acteur de cette création de valeur. Et je pense que l'ESG, l'intégration des critères ESG... Ça enrichit encore la valeur. Ça enrichit. Et donc d'avoir des valorisations riches, vous dites Grégoire, quand on regarde l'extra-financier, finalement, ça peut se justifier. Grégoire, quand on veut faire de l'impact de l'ESG, la meilleure façon, c'est le non-coté. Parce que vous êtes acteur aux côtés du dirigeant. Une minute pour conclure, si vous voulez dire un mot sur le private equity dans une stratégie d'allocation, Igor. On le propose. Après, il y a effectivement plusieurs mondes. Je voudrais juste mentionner que les valorisations sont effectivement plus élevées, mais parce qu'il y a plus de leviers. Donc, on peut évidemment jouer avec cet instrument-là, et la dette étant peu chère. Je pense qu'aussi, une des raisons pour lesquelles c'est plus cher et que c'est un marché plus vivace, c'est qu'il y a une asymétrie d'information qui est beaucoup plus grande. Donc ceux qui investissent sont beaucoup plus à même de réaliser de la plus-value ou de la valeur ajoutée. Il y a plus d'intimité autour de l'information dans le private equity que dans le marché boursier. Beaucoup de petites sociétés veulent sortir du marché parce qu'elles vous disent on donne trop d'informations à nos concurrents. Et dans le private equity, c'est beaucoup plus confidentiel. Et c'est vrai que là, pour le coup, on doit avoir une prime. Donc c'est un espace d'investissement pour les patrimoines. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. Igor Demac, gérant de Vital Épargne, et Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partners, qui était avec nous. On se retrouve en direct ce soir, 18h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.